on va passer à la rythmologie. Et de façon un peu étonnante, on va s'intéresser aux choses simples, au potassium, avec les résultats de l'étude podcast. Podcast est une étude multicentrique randomisée danoise qui inclut des patients ayant un défibrillateur implantable et une kaliémie inférieure ou égale à 4,3 mmol par litre. We included a total of 1,200 patients with ICDs. We gave a treatment that was with a dietary guidance, that was potassium supplementation, and that was with mineralocorticoid receptor antagonists. And we were able to increase plasma potassium by 0.3 millimolar per liter. That was from 4.0 to 4.35 millimole per liter. And that increase was associated with a highly significant 24% reduction in the composite endpoint in the trial. And the composite endpoint was a combination of four things, and that was ICD shock therapy, it was ventricular arrhythmia, it was hospitalization for arrhythmia or for heart failure, and death. The trial was mainly driven by a reduction in ICD therapy and then also driven by the reduction in hospitalizations for arrhythmia. La kaliémie, c'est quand même un petit peu étonnant parce qu'on parle d'hypokaliémie, mais la kaliémie, l'inclusion était à 4,3. Donc ça veut dire qu'une kaliémie à 4,3, ça peut paraître insuffisamment élevé pour prévenir en particulier les chocs, etc. Est-ce qu'il y a un commentaire là-dessus, sur cette kaliémie à 4,3 ? Oui, alors on sait que l'hypokaliémie est génératrice bien sûr d'arythmies. On pense souvent au torsade de pointe, mais ça donne des arythmies en général, quelles qu'elles soient. Alors peut-être que finalement, quand on a une kaliémie qui est dans la norme, mais plutôt dans la partie basse ou moyenne de la norme, on a une calicity qui est basse. Et si on a une calicity qui est basse, eh bien probablement on va avoir plus d'arythmies. C'est un petit peu ce que tend à prouver cette étude. Et c'est intéressant parce que beaucoup d'études sur l'insuffisance cardiaque avaient montré une réduction de mortalité avec les inhibiteurs des récepteurs aux minéralocorticoïdes. C'est peut-être finalement par ce mécanisme-là est peut-être un des mécanismes par lesquels ils étaient efficaces, par le fait qu'ils maintiennent une kaliémie et donc une calicity satisfaisante. En pratique, donc, bien sûr, il faut contrôler la kaliémie, mais quelle serait un peu la recommandation en pratique ? Est-ce qu'il faudrait le faire à chaque suivi de contrôle des défibrillateurs ? Qu'est-ce que pourrait être la pratique ? Alors, je ne pense pas qu'on puisse, à partir de cette étude, savoir exactement comment il faut contrôler, mais en tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut contrôler cette kaliémie. C'est-à-dire que bien souvent, on considère que le patient est traité de façon optimale, et puis on n'attache pas une importance capitale au bilan biologique du patient. Là, ça va être probablement un point d'attention pour les rythmologues, pour le cardiologue traitant également du patient, régulier. Alors, est-ce que ça doit être fait tous les 3 mois, tous les 6 mois ? Ça va évidemment probablement dépendre des traitements associés, hein, bien entendu. Mais je crois qu'on va maintenant prêter un peu plus d'attention. Et j'ai remarqué, depuis le retour de l'ESC, par exemple, que dans nos services hospitaliers, ben ça y est, on parle beaucoup plus de potassium et on est beaucoup plus attentif finalement à ce paramètre que l'on regardait un petit peu moins ces derniers temps. En revanche, je trouve que dans l'insuffisance cardiaque, on le regardait beaucoup, mais plutôt dans le versant inverse, c'est-à-dire qu'on craignait l'hyperkaliémie avec les différentes classes thérapeutiques utilisées. Donc c'est pas paradoxal, mais je veux dire, ça rend, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Ça renforce l'importance de contrôler bien sûr ce taux. Il faut ni qu'il soit trop bas, ni qu'il soit trop haut. Mais peut-être plutôt dans la moyenne un peu haute. Voilà. Et en tout cas, ce qui est très intéressant, on peut en profiter d'ailleurs pour repasser le message qui était en filigrane dans la présentation, c'est que la prescription d'anti-aldostérone, qui était un des mécanismes pour augmenter la kaliémie dans l'étude, est bénéfique. Et clairement, on a encore une sous-utilisation des antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes, dans l'insuffisance cardiaque, notamment dans l'insuffisance cardiaque. Donc quelque part, c'est encore un élément en plus qui devrait nous encourager à prescrire ces médicaments. À prescrire davantage ces médicaments. Alors on nous demande quel est le risque d'hyperkaliémie dans cette étude ?
Alors, dans cette étude, il y avait un suivi, bien sûr, étroit de la kaliémie. Il y a certains patients chez lesquels il a fallu un petit peu revenir en arrière en termes de méthodes, de moyens pour augmenter la kaliémie, mais ça n'a pas été si fréquent que ça. Il faut dire quand même que les patients qui avaient une insuffisance rénale sévère étaient exclus de l'étude, de telle sorte que ce risque était quand même, a priori, peu probable. Voilà. D'accord. Alors, deuxième étude qui a fait date, et je pense que tous les cardiologues qui nous écoutent se sont déjà posé la question de savoir s'ils allaient arrêter l'anticoagulant chez leurs patients à ablater d'une FA lorsque ça paraissait un succès. Eh bien, écoutons Alone AF, étude qui a fait date. During ESCC 2025, I presented Alone AF trial. Dans cette étude multicentrique coréenne, les patients ont été inclus au bout d'une période d'1 an sans récidive après une procédure d'ablation de fibrillation auriculaire. We randomed 840 patients into OAC and no OAC group and followed the patient for 2 years. Our result in patient continuing oral anticoagulation therapy had 2% more major primary event. And actually, the stroke rate in this group was very low, and there's no difference between OAC and no OAC group. However, major bleeding was much higher in OAC group. For 2 years follow-up, the AF recurrence rate was 9%. It means 4.5% recurred AF every year. Alors Jean-Claude, c'est une étude assez bien construite, hein, mais je voudrais juste que tu nous précises de quelle population on parle. C'est quoi ces patients? C'est qui ces patients chez qui on s'est permis d'arrêter les anticoagulants avec un risque très mesuré par la suite? Alors peut-être d'abord revenir sur le rationnel de cette étude. En fait, beaucoup de patients viennent à nous pour une ablation de fibrillation atriale dans le but d'arrêter les anticoagulants. Et c'est toujours un petit peu à douche froide. On leur dit, écoutez, on va vous faire une ablation, ça va peut-être être efficace, et si c'est efficace, on discutera après de l'arrêt ou non des anticoagulants. Il est possible que pour des critères qui sont réunis aujourd'hui, on maintienne les anticoagulants après l'ablation. C'est un petit peu difficile toujours dans la discussion avec les patients au moment où on leur présente l'intérêt d'une ablation. Donc là, c'est une question vraiment très importante qui est posée par cette étude, et je crois vraiment que ça va impacter nos pratiques. La question qui se pose, c'est au-delà d'un certain temps, si l'ablation est réputée efficace, peut-on arrêter ces fameux anticoagulants? Eh bien, quels sont les patients qui ont été sélectionnés? Ce sont des patients qui avaient n'importe quel score de Shatz-Vask, et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'ils pouvaient avoir, pour certains, bien sûr, a priori, une indication à maintenir les anticoagulants. Ils avaient un score de Shatz-Vask qui imposait de les maintenir, donc un score au-delà de 2. Et ces patients-là n'ont pas récidivé de fibrillation atriale après l'ablation. Alors comment s'est-on rendu compte qu'ils ne récidivaient pas la fibrillation atriale? Eh bien en réalisant des holters, un moyen très simple, holters de 24 heures jusqu'à 72 heures, 2 holters négatifs, normaux, dans l'année qui suit l'ablation, dont un récemment avant l'inclusion dans l'étude, et voilà, on peut inclure les patients. Donc c'est quand même une sous-population de patients un peu particulier, ce n'est pas tous les patients qui ont un holter strictement normal après ablation, mais ça existe, c'est relativement fréquent. Ça veut dire, pour prolonger, n'importe quel patient qui arrive, qui a eu une ablation de FA et qui est sous anticoagulant, quel que soit l'antécédent de l'ablation, je peux lui faire à 6 mois et à 12 mois un holter de 48 heures, et s'ils sont strictement normaux, au vu de ça, me permettre éventuellement d'arrêter. Absolument. D'ailleurs, il y avait des patients qui avaient eu leur ablation longtemps avant. 36 mois avant, c'était la médiane. Donc c'était bien longtemps avant. Mais ce qu'il faut, c'est que dans les 12 mois qui précèdent l'ablation, ils aient eu ces 2 holters. Alors on a envie de dire, finalement, le holter, c'est une biopsie rythmique. Hein. Voilà, on regarde un intervalle de temps très court. Oui, mais ça veut dire que ces malades ont probablement une charge en fibrillation atriale qui est relativement basse, puisque sur 2 holters successifs, ils n'ont pas d'arythmie. Donc c'est vraiment une sous-population qui nous intéresse beaucoup.
J'aime bien ce terme de biopsie rythmique, je ne connaissais pas. Est-ce que ça veut quand même dire qu'effectivement, donc 2 biopsies rythmiques négatives, mais quand même un score de Schatzvaz quand même qui est avec une certaine limite? Alors, il n'y avait pas de limite dans l'étude, il fallait avoir un Schatzvaz qui rendait éligible pour la prescription des anticoagulants, donc au moins 2 chez l'homme, au moins 1 chez la femme, puisque c'était le Schatzvaz qui était utilisé dans cette étude et pas le Schatzvaz qui est un peu plus récent, mais on peut transposer facilement. Il n'y avait pas de limite. Alors, après, quand on regarde la population de l'étude, on se rend compte que le Schatzvaz moyen était à 2. Il n'était pas très élevé. Ce qui a fait émettre comme remarque le fait que peut-être pour les Schatzvaz élevés, on va attendre un peu avant d'appliquer les résultats de cette étude. Mais en tout cas, il n'était pas exclu de l'étude, c'est intéressant. Mais actuellement, ce serait plutôt ça en pratique, un petit peu le message, c'est qu'il faut réserver ça à des patients qui ont ces holters normaux et puis un score de Schatzvaz qui ne dépasse pas 2 quand même. Absolument. Il faut réserver ça à des patients qui ont des holters normaux, qui ont un Schatzvaz qui n'est pas très élevé, alors, ou un Schatzvaz qui est aux alentours de 2, de 3. Ces malades qui nous posent vraiment la question d'arrêter les anticoagulants. Et puis on ne l'a pas dit, mais bien entendu, ces patients n'ont aucun symptôme après l'ablation. C'est-à-dire que si un patient nous décrit des palpitations, même si le holter ne montre pas de fibrillation atriale, on sera quand même évidemment dans l'attente avant d'arrêter le traitement d'une documentation de ces palpitations, de savoir exactement ce qui se passe. Donc c'est une sous-population très sélectionnée, mais elle existe, ça répond vraiment à une question, et c'est peut-être de nature à modifier les recommandations sur la prise en charge de la fibrillation atriale après ablation. D'accord. Alors il y a une étude française qui a été présentée par l'équipe bordelaise, comparant radiofréquence et électroporation. Qu'est-ce qui en est ressorti de cette étude? Alors là, on est dans un autre type de question. On est en train de comparer 2 énergies. Alors, c'est l'étude qui a été présentée par Pierre Jaïs, qui s'appelle BIT par OXAF. C'est une étude très intéressante qui a été présentée en Outline, qui comparait donc la radiofréquence, qui est l'énergie de référence, la radiofréquence utilisée avec une méthode extrêmement rigoureuse qui s'appelle CLOSE, qui consiste à vraiment faire le tour des veines pulmonaires en s'appuyant sur des systèmes de cartographie, à une nouvelle énergie qui est l'électroporation. La radiofréquence, c'est le bistouri électrique. L'électroporation, c'est du choc électrique, de très brève durée, mais choc électrique qui va ouvrir des pores à l'intérieur des cellules et qui va entraîner donc la mort cellulaire. Donc c'est une autre façon vraiment de créer des lésions cellulaires. Pourquoi s'intéresse-t-on à l'électroporation? Parce que c'est l'énergie qui vient d'arriver et qu'on l'utilise de plus en plus dans les différents centres. Mais la question qui se pose, c'est est-elle aussi efficace que celle que l'on connaît depuis des années, qui est la radiofréquence? La réponse de cette étude, c'est que oui, ces 2 énergies font jeu égal en termes de récidive de fibrillation atriale, mais qu'il y a une tendance en faveur de l'électroporation pour avoir moins de complications et pour avoir des procédures plus courte. Plus qu'une tendance, il y a vraiment un bénéfice. Alors ça faisait partie des objectifs secondaires de l'étude, mais je crois que c'est quand même quelque chose qui va vraiment nous conforter dans l'idée d'utiliser cette nouvelle énergie. Et est-ce qu'on sent déjà en pratique que l'électroporation prend beaucoup de place par rapport à la radiofréquence dans les centres en France? Est-ce qu'on a une idée? Absolument. Oui. On a d'ailleurs un registre qui est tenu par Frédéric Anselme de Rouen, qui s'appelle France PFA, et qui ne fait que grossir. Le nombre de patients qui sont soumis à une ablation par électroporation est extrêmement élevé. Ça concerne plutôt aujourd'hui ce qu'on appelle les ablations single shot, c'est l'ablation où on veut utiliser un seul outil pour aller déconnecter les veines pulmonaires, mais on commence à l'étendre à d'autres régions de l'oreillette. Donc c'est vraiment une énergie qui est très utilisée. Alors on nous pose différentes questions sur l'ONAF. La décision de poursuivre l'AED après ablation ne doit-elle pas être guidée par le score Schatzvaz? Je pense que tu as répondu, mais tu peux le répéter. Alors la question est intéressante, c'est exactement ça la question de l'ONAF. C'est normalement ce que nous devons faire. Enfin, les recommandations disent, au-delà de 8 semaines après l'ablation, vous revenez au score de Schatzvaz pour savoir si votre patient doit poursuivre ou non son anticoagulant, et non pas à son statut rythmique. Est-ce que mon ablation a marché ou non? Ça n'a pas d'importance dans les recommandations. Et c'est justement ce que l'ONAF vient un petit peu contredire avec cette étude. Deuxièmement, on nous dit comment on suit les patients après une ablation pour détecter une récidive? Est-ce que la montre connectée peut être un moyen de dépister efficacement?
Alors, j'ai insisté tout à l'heure sur le fait qu'on avait utilisé le Holter rythmique, cette biopsie. Je crois que c'est intéressant parce que là, on n'est pas allé chercher de la fibrillation atriale avec un moyen de monitoring qui soit continu, comme peut l'être une montre connectée. Hein. Et donc, on n'a pas finalement traqué toute récidive de fibrillation atriale. On a traqué les patients qui ont une charge en fibrillation atriale relativement élevée, qui pourrait se traduire par des holters montrant de la fibrillation. Donc, cette étude ne recommande absolument pas d'aller rechercher la fibrillation par tous les moyens, et surtout pas par un moyen de monitoring permanent. Très clair. Et enfin, on nous dit qu'est-ce que c'est un holter normal? C'est 0 salve? C'est quoi la charge en extrasystole? Eh bien, la définition, c'est la définition habituelle. Ouais. Ce n'est pas les extrasystoles, c'est 30 secondes de fibrillation atriale. Point. On sait que cette définition est une définition empirique, que tout le monde remet en question. On ne sait pas pourquoi 30 secondes, pourquoi pas plus finalement, mais c'est celle que l'on utilise encore. Et il fallait au moins 30 secondes de fibrillation atriale pour dire que le patient avait récidivé. Et dernière question concerne électroporation versus radiofréquence. Aussi efficace, nous dis-tu. Et on nous dit, en termes de durée de procédure et de complications, mais je crois que tu as répondu. La durée est plus courte. C'est quoi plus court d'ailleurs? Pierre Jaïs nous dit que c'est aussi efficace, bien entendu. Nous dit que la durée de procédure, c'est environ 2/3 par rapport à une procédure normale. Et le taux de complication est divisé à peu près par 2. Très bien. Donc voilà la deuxième partie rythmologique. Bon, en résumé, quand on a un défibrillateur, eh ben, il vaut mieux avoir une kaliémie normale haute qu'une kaliémie normale basse. Et tous les moyens sont à peu près bons pour y arriver. Deuxièmement, après une ablation de fibrillation auriculaire, les deux holters sur l'année négatifs lorsqu'ils sont de 48 heures, on va dire, permettent de dire, notamment lorsque le Chadvask est à 2 ou 3, c'est-à-dire pas très élevé, eh bien, de stopper les anticoagulants en assez grande sécurité. Et enfin, l'électroporation est, on va dire, tout aussi efficace, mais bien plus maniable et moins dangereuse que la radiofréquence.